Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette 5e session live du cours de Journalism AI Discovery. On se retrouve ce soir pour parler de toute autre chose. Alors la semaine dernière, on était, pour se rappeler, on était avec Nicolas Becquet du média belge L'Echo pour parler comment remettre en question ses pratiques éditoriales grâce à ChatGPT et grâce au LLM d'une manière générale. Comment s'interroger, se demander si on répond bien aux attentes des lecteurs. Et aujourd'hui, on fait un virage assez éloigné, mais vous allez voir que ça va vous intéresser. On va parler de clonage. On va parler d'avatar. Alors, à première vue, ça peut faire très peur, puisque en général, dans les médias, quand on parle de clonage et d'avatar, c'est plutôt pour des mauvaises raisons. Mais il y a quelques exemples, il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques exemples assez intéressants dans les médias d'utilisation d'avatar. Et parmi eux, eh bien, c'est Thomas Huchon qui est derrière l'un de ces exemples. Thomas, merci d'accepter de passer un peu de temps avec nous ce soir. Bonjour à tous. Pour être sûr que c'est le vrai Thomas Huchon qui vous parle, il mange des fruits. L'avatar, c'est pas le faire encore, ça. Pas encore. Thomas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Et puis après, tu vas nous parler de ton avatar et pourquoi tu as créé un avatar. Alors, moi, je m'appelle donc Thomas Huchon, je suis journaliste, je suis réalisateur de documentaires, j'ai aussi écrit des livres, fait des émissions de télévision, et je suis un journaliste un peu bizarre, en fait. Moi, je m'intéresse que aux fausses informations. Je m'intéresse pas du tout aux vraies informations. Donc, je fais même pas ce que mes collègues appellent du fact-checking, ce qui est super et que j'adore, parce que quand tu fais du fact-checking, ça peut arriver de tomber sur une info vraie. C'est rare, mais ça peut arriver. Moi, jamais. Moi, je fais ce qu'on appelle du debunking. Ça veut dire que je m'intéresse depuis des années aux mensonges, aux théories du complot, aux fake news, et pas uniquement à les contredire, parce que, bon, une fois que tu as dit que la Terre n'était pas vraiment plate et que non, il n'y avait pas vraiment de l'électricité ou des pyramides, normalement, c'est terminé, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi ça sert tout ça? Qui les fabrique? Comment c'est utilisé? Comment ça se diffuse? Et qui en profite? Quel courant politique va les utiliser potentiellement? Qui va en être victime? En tout cas, toutes ces questions-là, moi, ça fait un peu plus de 10 ans qu'elles m'obsèdent et qu'elles ont effectivement, elles m'ont amené à beaucoup enquêter sur ce sujet. Et ce sujet, je l'ai d'abord abordé comme un journaliste, c'est-à-dire d'un point de vue qui observait le sujet. Et pour moi, le sujet, c'était les menteurs, entre guillemets, les gens qui fabriquaient et qui mettaient en ligne ou qui passaient ça à la télévision ou à la radio quand ça arrivait, mais qui en tout cas fabriquaient tout ce truc-là. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à m'intéresser pas uniquement à ceux qui le disaient, mais à là où ça se disait. Et là où ça se disait, c'était un nouvel espace informationnel. C'était les réseaux sociaux. À l'époque, pas encore ceux qui sont très populaires aujourd'hui. Moi, quand je m'intéresse à ces sujets en 2013-2014, c'est vraiment un truc de boomer, hein, comme diraient les collégiens que je croise, moi, quand je fais de l'éducation aux médias. C'était YouTube et c'était Facebook. Et donc, j'ai observé ces phénomènes-là sur ces réseaux sociaux-là et j'ai suivi la diffusion et l'impact de tout ça sur les autres réseaux depuis. Et je me suis du coup intéressé aux réseaux en eux-mêmes et donc à la machine. Et en comprenant comment fonctionnait cette machine, et en gros, en comprenant qu'elle donnait une prime à certains contenus, j'ai essayé de trouver des moyens différents de lutter contre la désinformation. Parce que pour moi, c'est un vrai combat. Et c'est un vrai combat qu'il faut mener. C'est pas un combat. Alors, si, c'est un combat idéologique, parce que finalement, l'idée que. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais l'idée que les faits sont les faits et qu'ils existent, c'est devenu une idéologie. On va peut-être appeler ça le rationalisme, je ne sais pas ce que ça sera comme courant politique, mais en tout cas, 2 et 2, ça fait 4, et je pense qu'il faut quand même qu'on soit un certain nombre à le rappeler, quoi. Voilà. Et Et, et donc, To- et moi, du coup, j'essaie de lutter contre ce phénomène, et il y a un autre truc qui est arrivé, l'intelligence artificielle, et là, c'est la panique, et je te rends la parole. Et pourquoi tu as décidé, voilà, c'est ça la question que je voulais te poser, c'est pourquoi tu as décidé d'utiliser les outils d'IA pour lutter contre des fake news
qui sont d'ailleurs de plus en plus générés par de l'IA aussi. Ben oui, il y a quelque chose de super bizarre pour un mec qui explique toute la journée qu'il faut fermer les réseaux sociaux et qu'il faut quelque part réguler ou contrôler le développement technologique, à utiliser l'IA pour fabriquer du contenu journalistique sur les réseaux sociaux. Ouais, mais on n'est pas à une contradiction près dans le monde moderne. On a tous un petit peu nos manières aussi de tordre un peu nos propres réalités. Et donc, bah, tout ça, ça part d'une rencontre. En fait, en octobre-novembre 2023, je fais une conférence sur l'IA. Et en gros, moi, je suis le mec contre l'IA. Et il n'y a que des gens pour l'IA autour de moi. Et moi, je fais un truc un peu Terminator. Ouais, moi, j'attends que Schwarzenegger débarque et qu'il me dise Thomas, faut casser la machine parce que les ordinateurs ont pris le contrôle, c'est la galère et l'IA, ça va tout foutre en l'air. Et donc, je fais mon malin. En plus, c'est un truc plutôt d'entreprise. Donc, moi, je suis le journaliste, je suis le mec contre l'IA et tout. Je fais un peu le malin. Et il y a un mec dans cette table ronde qui s'appelle Mathieu Cruc, qui est l'un des plus grands spécialistes français de ces questions aujourd'hui, qui est le directeur d'une agence de production audiovisuelle qui s'appelle Brain Sonic. Euh, et il me dit, non, mais mec, en fait, faut que tu arrêtes de. Faut penser. Faut pas réagir. Et ça m'emmerde, moi, quand on me dit ça. Et en fait, il m'oblige à réfléchir sur ce sujet différemment. Il dit qu'en fait, l'IA, c'est un outil. Et que cet outil, des gens vont l'utiliser, qu'il est là. Et que de toute façon, on ne pourra pas empêcher qu'il soit là. Et donc, que si moi, je veux lutter contre, eh ben, j'ai tout intérêt à le comprendre. Et que la seule manière de le comprendre, eh ben, c'est de l'utiliser. Il me fait chier, le mec. Hein. Il vient Et... bousculer en fait tes Ah, mais il certitudes à bouscule l'époque, quoi. totalement mon truc. Et en fait, il le bouscule d'une manière qui est terrible pour moi, parce qu'en fait, il n'utilise que des arguments. Il fait exactement ce que je fais moi avec tout le monde. En fait. Il m'énerve, je te jure, il m'énerve. Pardon, je me suis permis de te tutoyer, mais il m'énerve vraiment à ce moment-là. Et du coup, il y a 1 ou 2 semaines qui passent et on se connecte sur le réseau LinkedIn et je vois quelques semaines après, il publie une vidéo où il parle, face caméra. Il parle, j'écoute 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Et à un moment, je me dis, mais c'est un avatar, c'est pas lui. C'est fake en fait ce truc-là. C'est un deep fake. Mais c'est trop bien fait. Et je me dis, mais c'est incroyable la qualité technique du truc. Et je lui écris. Et je lui dis, dis donc là, ton histoire, c'est génial, c'est dingue. Et si on faisait des Thomas Huchon en IA pour lutter contre les fake news? Et il me dit, waouh, ça c'est une idée. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble. Et du coup, on a Et, et commencé le- et. Vas-y, pardon. et l'objectif, quand tu as vu ça, tu t'es dit pourquoi je vais utiliser l'avatar? Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Qu'est-ce que ça va améliorer dans ton process? C'est souvent ça qu'on dit En fait, il dans y le a cours trois de trucs. journalisme Pour AI. moi, il y a 3 raisons. Il y a une raison qui est un peu idéologique. C'est que, je vous l'ai dit, moi, je suis dans une forme de combat contre la désinformation. Je suis dans une forme de combat contre des influenceurs complotistes qui pensent le monde d'une certaine manière et qui, en ce moment, ont plutôt le vent en poupe et ont plutôt l'air cool. Les mecs qui n'ont pas l'air cool, c'est les journalistes, notamment auprès des jeunes. Et donc, il y a, à mon sens, un besoin de montrer que le monde d'avant et les médias du monde d'avant, eh ben, ils peuvent exister dans cet univers-là. Ils peuvent construire quelque chose de moderne, d'intuitif, d'original, de créatif, que c'est pas réservé. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est pas réservé aux menteurs et aux salopards. Que ça peut Que aussi être porté par d'autres gens et que il faut renverser ce combat culturel. Moi, je suis devenu journaliste parce que quand j'avais 15 ans, ça a été cool d'être journaliste. C'était cool d'être antiraciste. C'était cool de lutter contre les discriminations, d'aller sur le terrain, de porter la plume dans la plaie et de faire ce métier. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Aujourd'hui, et je vous le dis parce que je vais beaucoup dans les collèges et les lycées en France, mais pas uniquement, euh, et ben, franchement, c'est pas toujours cool d'être le mec qui réfléchit dans la classe. Vraiment. Et justement, le rebelle, c'est plus le journaliste. Le rebelle,
Voilà. Et il y a tout un tas de trucs en plus politiquement qui se passent autour de nous, dans d'autres pays, dans tout ça. Donc, moi, j'ai un enjeu d'essayer de. Alors, on ne se connaît pas et ça va avoir l'air horriblement prétentieux ce que je vais dire, mais essayer de comprendre que c'est parce que je ne pense pas ça de moi, mais que j'essaie de mener un combat un peu bizarre, hybride et déséquilibré. J'essaie de récupérer la cool attitude. J'essaie de faire en sorte Ça, que, c'était le eh ben, premier argument. un journaliste qui lutte contre les fake news, ça peut être cool. C'est pas le mec chiant qui vient te dire t'as tort, tu t'es trompé, t'es con, tu t'informes sur les réseaux, machin. C'est pas ça. On peut faire autre chose que ça. Le deuxième argument, c'est que dans ce combat, on a une double problématique de moyens et de temporalité. Les gens veulent plus payer pour s'informer, ils veulent encore moins payer pour s'informer sur les fake news. Donc, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'argent. Donc, il faut réduire le coût de la production parce que de toute façon, il est déficitaire. Et donc, il y a un moment, il faut que. Voilà, mais j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants. Mon métier, c'est aussi une économie. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça. Il faut fabriquer la meilleure info possible parce que c'est celle qui va se vendre le plus cher. Et donc, c'est aussi pour ça que ça marche. Mais du coup, moi, j'ai un problème là-dedans, c'est que je ne suis pas adossé à un grand média. Je n'ai pas de fortune personnelle à dilapider. Donc, il faut que je fasse baisser le coût de la production. Et pour faire baisser le coût de la production, eh ben, on, on- on arrête de convoquer Hollywood à chaque fois qu'on veut faire une vidéo de 3 minutes qui va être vue sur un écran de 8 cm². Donc, le truc de sortir des caméras high-tech, de la lumière, des micros, des machins, des monteurs, pour faire une vidéo qui va servir à faire du fact-checking sur les réseaux, je pense que moi, de mon point de vue, ça ne sert plus à rien. C'est une économie qu'on a perdue. La seule manière d'aller retrouver ça, eh ben, c'est de réduire ce coût-là pour pouvoir fabriquer plus vite et plus fort. Euh, mais donc, du coup, il y a cet enjeu-là. Et le deuxième enjeu, eh ben, c'est que fabriquer ces vidéos-là, ben, ça prend 3 jours. Hein, ben, ça prend 3 heures. Donc, c'est la bataille du temps avec pour objectif d'aller débusquer les fake news, idéalement avant qu'elles se propagent de manière massive. Alors, en fait, tu peux pas. Parce que il se trouve que toutes les études le montrent. Et alors, c'était un vieil adage, hein, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité passe par l'escalier. Ça a été testé par l'Université de Pennsylvanie pendant la campagne de 2016 aux États-Unis sur Twitter. Une rumeur qui s'avère vraie, donc une vraie info, il faut 2 heures pour la démontrer. Une rumeur qui s'avère fausse, donc une fake news, il faut 14 heures pour la démontrer. Donc, ils ont fait ça sur des centaines de cas. Donc, d'office, tu as une différence de 12 heures dans la temporalité entre la vérification et le mensonge. Derrière ça, il y a un phénomène de propagation du mensonge qui est systématiquement mis en avant par les algorithmes parce que ça titille plus. Enfin, parce que, on ne sait pas. À Ça l'époque, on génère plus pensait que c'était parce d'interactions. que non, mais je veux dire, jusqu'à ce qu'Elon Musk fasse des saluts nazis, je voulais bien entendre que c'était pas parce que ça les arrangeait d'un point de vue politique. Maintenant, c'est plus difficile de m'expliquer qu'il n'y a pas de volonté politique chez les patrons des GAFA. Tu vois. Les mecs se sont tous rangés derrière Trump, qui explique que, enfin, vous savez ce qu'il explique et vous voyez très bien ce qui se passe là-bas. Donc, je pense que ça devient difficile de nous dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Mais comme on est des journalistes, on est opérationnalistes, et qu'on ne peut pas démontrer ce truc-là parce qu'on n'a pas accès à ces algorithmes, ce qui est quand même un moment une question qu'il va falloir qu'on se pose d'un point de vue collectif. Même, voilà. Euh, et ben, on va dire que ce qu'on voit, c'est que la propagation, c'est plutôt les trucs qui font appel aux émotions, à la colère, à tout ça, et donc les fake news. Donc, il y a un autre enjeu, c'est que quand moi, je découvre une fake news, il faut que je fabrique le debunk. Fabriquer le debunk, ça prend du temps. Si une fois que j'ai fait ça, je repère 3 jours pour le fabriquer en convoquant Hollywood et tout pour à la fin faire 5000 vues parce que les algorithmes ne mettent jamais en avant ces contenus-là et que ça ne marche pas, euh, voilà, ça peut pas marcher. Ça peut marcher si tu as une machine qui subventionne ces contenus. Et c'est très bien, il y a des projets qui fonctionnent comme ça. Il y a De facto qui est fait avec l'AFP, il y en a d'autres qui sont super et je suis ravi que ces projets existent. Moi, je n'ai pas ça. Et donc, j'ai essayé de trouver une autre manière de faire. Et comme je te le disais, il y avait aussi un enjeu, et c'est le troisième, c'est si tu veux lutter contre les fake news fabriquées en IA, eh ben, il faut comprendre comment c'est fabriqué les fake news en IA. Et donc, moi, j'ai tellement fabriqué et observé des trucs fabriqués en IA que je sais détecter de manière quasiment instinctive. Parce qu'en réalité,
mais ça c'est une autre leçon peut-être, mais les êtres humains ne vérifient pas les informations. Ils apprennent à les détecter de manière instinctive. C'est intéressant quand Donc, même comme truc. Donc ça veut dire qu'en vrai, on peut entraîner les êtres humains à repérer les signaux qui font que c'est de l'IA. Mais en vrai, les gens ne vérifient pas. Et quand tu vérifies pas en fait. Tu consultes un site de fact-checking qui a vérifié pour toi. c'est intéressant ce que tu dis, dans cette notion d'entraîner en fait la population à détecter des avatars, des deepfakes. Je parlais avec un YouTuber qui s'appelle French Faker, qui est très connu dans le monde Ah, du mais deepfake, j'adore. et Ah, qui mais me on a fait fait des notamment émissions ensemble avec lui. Il Yanis. faisait Ouais. des deepfakes dans mon truc sur les fake news sur Et donc, LCI. Yanis, c'est lui qui a fait notamment, qui fait les deepfakes de l'émission C'est Canteloup, qui est vraiment Hmm. juste avant ou après le journal de 20 heures de TF1 avec Nicolas Canteloup. Et il me disait que le fait d'avoir fait cette pastille humoristique à une heure de très très grande écoute, où il y a des millions de Français qui voient du deepfake chaque jour, ça a habitué les Français massivement à voir du deepfake. Et d'après lui, la population française serait un peu moins exposée euh, à tomber dans le panneau, entre guillemets, que des populations qui sont moins habituées à ce type de contenu à la télévision. Je trouvais cette réflexion assez intéressante. Ben, je pense que c'est vrai, parce que la seule chose qui marche vraiment sur les êtres humains, c'est l'éducation. D'une manière générale. Je veux dire, on n'a pas non plus, ben, j'ai pas découvert la Lune, hein. C'est à peu près logique, quoi. Que si tu entraînes les gens, ils sont plus capables. En vrai, le cerveau, c'est un muscle, hein. J'essaye de m'entraîner à faire un Irox, qui est une compétition sportive absolument impossible à faire. Et ben, tu vois, je m'entraîne. Voilà, ben, je pousse de trucs là. Voilà. Et ben, mon cerveau, c'est pareil, je m'entraîne. Mais sur les IA, dans la détection, ce qui était intéressant, c'est que on a vraiment vu des époques. En 2023, compte les doigts. En 2024, regarde les flous. En 2025, ça commence à être un peu la galère. Ça commence à être un peu la galère parce que le, ce qui nous permet de détecter, c'est pas vraiment notre capacité à observer l'image. C'est le fait que ça soit incohérent. On fait appel à autre chose, quoi. On fait appel à d'autres ressources mentales et à d'autres manières de fonctionner. Là, le degré de C'est fini, réalisme. les mains à six doigts, les mains à six doigts, c'est terminé, quoi. Ah, les mains à six doigts, ben, ce ne sera jamais terminé parce que ce qu'on comprend, c'est que les IA s'entraînent avec ce qui existe. Donc, il y a probablement un moment où pour s'entraîner, elles vont utiliser ce qu'elles ont fabriqué. Hmm. Bah ouais. C'est pour ça que quand NewsGuard teste les réponses des chatbots IA sur la quantité de fake news prévues, présentes dans les réponses, sur les 9 principaux moteurs, études 2024, études 2025, 40% de fake news en 2024, 55% en 2025. Donc, tu as une augmentation des mauvaises réponses qui est colossale en réalité. Parce que les modèles d'entraînement, eh ben, fatalement, ils augmentent avec le temps et que j'ai effectivement l'impression qu'on laisse plus s'exprimer Jean-Kévin que Baudelaire dans notre époque. Hein, Baudelaire, il a beau avoir écrit beaucoup de trucs, il ne fait pas la comparaison avec, y compris toute la production de ce qui est fait sur les réseaux. Mais d'ailleurs, amusez-vous, hein. Faites des fautes d'orthographe dans vos prompts, vous verrez ce qui sort, hein. C'est assez marrant. Si on, si on récapitule, donc tes trois arguments qui t'ont poussé à créer ton avatar: un, utiliser Un, il faut, du voilà, cool, il y a un truc de cool. voilà. Il y a un truc Deux, lutter contre d'utiliser le les truc, coûts, d'être moderne. Voilà. voilà. Deux, lutter contre les coûts trop importants de production quand on est journaliste indépendant comme toi. Voilà. Et trois, Et publier qu'on traite rapidement. un sujet qui a pas vraiment qui a une énorme, enfin, comment dirais-je, qui a une énorme valeur informationnelle, mais qui n'a pas vraiment de valeur commerciale. Parce qu'elle n'est même pas vraiment unique non plus. Elle n'est pas exclusive. Il y a plein d'autres gens qui fabriquent ce truc-là, souvent plutôt sous la forme écrite que vidéo. Et donc, l'idée de le faire en vidéo, tu vois, c'est toucher un autre public. Mais donc, tu as raison. Un, c'est une espèce de tentative de rattraper le coup. Deux, et tu vois, je suis très très cool, j'arrive à faire des bulles. Euh, deux, c'est réduire le coût de production. Et trois, effectivement, c'est comprendre la machine. Donc là, parfait pour le résumé de comment t'en arrives à le créer. Et
cet avatar, bah, c'est celui-ci qu'on voit sur ton compte Instagram. Voilà, Et c'est anti-fake news je AI. propose, voilà, je propose Qui se qu'on mette un petit présente. extrait pour que tout le monde puisse le voir. Et puis après, tu nous racontes comment Ouais, je vais vous techniquement montrer. tu es parvenu à le créer. C'est ça qui va aussi intéresser les journalistes, de voir quel outil tu as Ouais. utilisé, les problèmes que tu as rencontrés. Voilà. On parle de la partie technique juste après. Je sais que c'est très attendu aussi. Alors moi, j'ai pas de son. Je sais pas si les autres en ont, mais Ah, vous n'avez pas de son? Ok. Alors, bougez pas. Je bon. vais remettre du son. C'est moi qui ai mal Je peux vous fait. dire, si je peux vous dire, ça s'appelle un complot. C'est le complot contre moi de Clément Vaillant. Hop, normalement, ça va marcher comme ça. Salut les humains. Tu savais que certains sportifs, victimes d'arrêt cardiaque, pourraient l'être à cause des vaccins contre la Covid-19 ? No! God, please, no! No! Bonjour à tous, je suis le journaliste Thomas Huchon, ou plutôt son avatar, et dans cette vidéo, je vais revenir sur 2 incidents. سلامات إريكسن لازم من دخول الطاقم الطبي بسرعة. Eduardo Bove a subi un arrêt cardiaque le 10 décembre 2023 et Christian Eriksen s'est effondré en plein match le 12 juin 2021. Rapidement après ces événements, des rumeurs ont commencé à circuler affirmant que leur malaise était lié à la vaccination. Pourquoi aucune mention de sa récente vaccination? Pourquoi Yahoo masque les informations sur son site concernant la vaccination du joueur? Que veulent-ils cacher? Mais attention, ce n'est pas vrai. Les médecins ont diagnostiqué une arythmie cardiaque à Eriksen, une condition qui n'a rien à voir avec la vaccination. En fait, il n'avait même pas été vacciné avant cet incident. Peu après, des groupes anti-vaccins commencent à relayer des accusations infondées, prétendant que la vaccination est responsable de l'accident d'Eriksen. Or, ces allégations reposent sur des spéculations et des manipulations de faits. Passons maintenant à Eduardo Bove, joueur de la Fiorentina. Son arrêt cardiaque a également été attribué à la vaccination par certains. Les 3 facteurs qui ont provoqué l'arrêt cardiaque du footballeur Bove ont été déclarés. 1. Première dose. 2. Deuxième dose. 3. Troisième dose. Cependant, Bove avait des antécédents médicaux, y compris une myocardite post-Covid, qui pourrait expliquer son état. Les experts, comme le docteur Pierre Martin, expliquent que la plupart des incidents cardiaques dans le sport de haut niveau sont liés à des facteurs génétiques ou des maladies sous-jacentes. Les théories liant ces incidents à la vaccination sont infondées et doivent être prises avec scepticisme. Le doute est le commencement de la sagesse. Il est crucial de rétablir la vérité sur ces incidents. Ni Eriksen ni Bove n'ont connu d'accident cardiaque à cause de la vaccination. Faites confiance aux experts et restez vigilants face à la désinformation. Allez, je retourne à mes algorithmes. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, méfiez-vous de ce que vous avez envie de croire. Bon, ben voilà, alors, ça y est, on a vu à quoi ressemblait ton avatar. Maintenant, ben, je te propose, Thomas, de nous raconter comment tu as préparé ça, quoi. Ouais, bah en fait, l'idée, vous l'avez vu, c'est d'être aussi très transparent sur le fait que c'est un avatar. C'est-à-dire que toutes les vidéos commencent par Salut les humains. Donc, il y a quand même une vraie interpellation pour dire qu'on n'est pas un humain, quoi. Et il n'y a aucun moment où on essaie de dissimuler ce truc-là. Je dis ça parce que je pense que c'est important d'utiliser l'IA en disant qu'on utilise de l'IA. Et que c'est aussi ça qui rend l'IA utilisable, y compris d'un point de vue moral ou déontologique. C'est que si on considère que c'est un outil d'aide à la production audiovisuelle, finalement, c'est un outil d'aide à la production audiovisuelle. Et donc, c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Donc, il faut apprendre à s'en servir. Et donc, justement, si tu me... Oui, C'est voilà, le justement ce que compte tu précises dans le compte. Je le suis un compte est avatar créé précisé par comme des journalistes. ça. Voilà. Et en fait, la vidéo qui est épinglée, sur laquelle on voit 2 Thomas, en réalité, tout en haut à gauche, et ben, c'est le tutoriel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la vidéo où on explique comment on a fonctionné.
Ok. C'est vraiment, si vous voulez comprendre comment on a travaillé au-delà de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, vous pourrez regarder, mais je vais vous l'expliquer moi. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est cette rencontre avec Mathieu Cruc de Brainsonic qui m'a un peu poussé à faire ça. En gros, comment ça fonctionne? Ben, il faut savoir que les outils d'IA, on parlait du fait qu'ils recrachent de la fake news plus en 2025 qu'en 2024 parce que leur matière d'entraînement n'est pas bonne. Et ben, quelque part, si vous voulez avoir un avatar qui fonctionne, eh ben, il faut lui donner la meilleure qualité d'image possible. Donc ça veut quand même dire, et c'est intéressant pour ce qu'on disait de mobilisation de moyens tout à l'heure, c'est que moi, quand on a tourné l'avatar la première fois, et bien en fait, on m'a tourné, moi, 4 fois 2 minutes en train de lire un texte. Pardon, je ne sais pas pourquoi, j'arrive à faire des trucs comme ça. Quand je veux les faire, j'y arrive jamais, mais quand j'essaie de dire des trucs sérieux, il y a des ballons qui sortent. Aucun doute, ce n'est pas ton avatar, donc. Ouais, voilà, mais ça doit être les Russes pour me faire chier. Mais donc, du coup, on a tourné 4 fois 2 minutes. Et on a tourné le jour où, dans l'agence de pub où travaille Mathieu, ils avaient tourné pour leur plus gros client, qui était en l'occurrence Michel-Édouard Leclerc, une vidéo de Michel-Édouard Leclerc qui a dit les vœux de Leclerc en 60 euros. Donc, ils ont tourné Leclerc en français et derrière, ils ont utilisé cette matière pour l'enregistrer. Donc, moi, je me suis greffé le jour où ils avaient sorti les plus grosses caméras, les plus grosses lumières, le réalisateur de machin et tout. Et ben, Leclerc est parti à 16h02, moi j'étais là à 16h03, et à 16h30, il fallait que je sois parti, quoi. Donc on a été très efficace pour enregistrer 4 fois 2 minutes de Thomas Huchon qui parle et qui lit un texte de la manière la plus naturelle possible avec un prompteur. Le texte, vous pouvez choisir ce que vous voulez, la recette de cuisine, la notice du Doliprane, le dictionnaire. Moi, j'ai choisi L'Armée des Ombres de Joseph Kessel parce que je vous l'ai expliqué depuis le début, je suis dans un combat. Et donc, voilà. Donc, on entraîne la machine et on donne ça à un logiciel. Et si tu me laisses la main, Clément, je peux vous montrer ce Bien logiciel. sûr. Euh, donc, du coup, ce logiciel, tac, il est là, tac, alors, tac, voilà. Alors, ça s'appelle Agent, vous voyez, comme c'est écrit en haut à gauche, vous le voyez là, Clément? Tout à fait, on voit parfaitement. Ouais, c'est cool. Et donc, Agent, c'est donc la solution technologique la plus aboutie aujourd'hui en termes de fabrication d'avatars. C'est un logiciel payant. Moi, je paye 30 euros par mois pour fabriquer je peux fabriquer jusqu'à 6 ou 7 vidéos de 3 minutes par mois, je crois. Après, c'est un petit peu plus cher. Enfin, vous avez des durées de trucs et tout. Et en gros, il faut savoir que c'est pas du tout un truc où on peut faire n'importe quoi. Agent, ça commence par moi qui me filme devant ma caméra et qui lit un texte écrit par Agent avec un code très particulier pour m'identifier. Et donc, pour que seul moi, avec mon compte et mon mot de passe et mon truc de certification habituelle, et ben, je puisse fabriquer des vidéos de Thomas Huchon. Le C'est formulaire important. de consentement, bien sûr, pour le droit à Ouais, non, mais l'image. c'est important parce qu'il y a des tas de gens qui font n'importe quoi avec l'IA, mais il y a aussi des entreprises qui ont pignon sur rue, qui lèvent des fonds à la bourse et qui respectent des questions de droit de leurs utilisateurs. Probablement pas de droit d'auteur, mais de droit de leurs utilisateurs. Donc, comment ça se passe? Eh ben, je vous l'ai dit, on a entraîné la machine. Donc là, la machine, elle sait faire Thomas Huchon. Et donc, pour faire Thomas Huchon, eh ben, on commence comme. En fait, ça ressemble un peu à un logiciel de montage. Vous voyez, là, j'ai une partie créée. Je peux créer une vidéo ou traduire une vidéo. Nous, on va créer une vidéo. Est-ce qu'on fait un vidéo agent, une vidéo créée dans le studio IA, une vidéo faite à partir d'une photographie? Donc ça, c'est une autre manière de créer un avatar. C'est pas de vous enregistrer avec des images filmées, mais de lui donner des photos. Vous lui donnez une quinzaine de photos de vous et il est capable de recréer un avatar qui parle. C'est moins réaliste. Moi, ça me plaît moins. Voilà, ou vous pouvez utiliser un des templates que le logiciel a déjà prévu. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire Video Agent. Attendez, non, c'est pas Video Agent, pardon. Où est-ce qu'il est? Voilà.
On va donc aller choisir l'avatar. Alors ici, peut-être que ça va peut-être être un tout petit peu long, mais on va y arriver. Alors, donc là, vous voyez que par défaut, le logiciel vous propose de travailler donc avec Juste, Annie. Thomas, j'ai l'impression qu'on a perdu ton partage d'écran. Je ne sais Ah pas bon? si Ah oui, non, ça a vous l'air de aussi, marcher quand même. vous Hein. avez perdu. Ça marche chez vous? Peut-être si tu peux juste retirer ta caméra le temps du partage d'écran, je pense Ah, que ça bien libérera sûr. un petit peu de bande passante. Il n'y a aucun problème pour retirer ma caméra. Euh, On ne veut voir que ton avatar, Thomas. Mais t'as raison, mais moi aussi, je veux voir que mon avatar. Alors, Non, est-ce en que fait, ça va sans marcher? rigoler, j'ai un peu maigri depuis qu'on a tourné les images, donc je voudrais retourner des images. On est tous aussi sourds. Parfait. Là, on Donc, voit. c'est bon. Voilà. Donc là, vous avez une interface sur laquelle vous avez, sur la partie gauche de l'écran, du script que vous allez taper. Voilà. Et du coup, vous allez choisir qui vous allez être. Donc, qui on va être? Est-ce qu'on va être. Moi, je ne voulais pas choisir la voix, je voudrais choisir l'avatar, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il est mon avatar? Où est-ce qu'elle est? Donc là, pour Annie. l'instant, on a Annie. Ouais, Mais voilà. tout à Tac. fait. Alors, je voudrais choisir des avatars et je voudrais aller dans mes avatars à moi. Merci. Donc ça, c'est une nouvelle version de l'avatar qui a été utilisée dans certaines vidéos. Et donc, je choisis mon avatar et je vais le mettre. Hop. Voilà. Ah, est quand même vachement mieux, non? Vous ne trouvez pas? Allez. Et donc, du coup, là, je peux. Alors, je vous avoue que je n'ai pas regardé le logiciel depuis une semaine. Une semaine, hein. C'est pas beaucoup, une semaine. Et qu'il y a plein de trucs nouveaux. Je suis un peu perdu. Notamment là, C'est le fait de changer les vêtements et tout, ça m'a l'air d'être un petit peu inquiétant pour mon cerveau. Mais je peux vraiment changer de look là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Générer des looks? Oh là là, non, ça me fait trop peur. On fera une autre session sur les looks. Ça me fait beaucoup trop peur. Mais j'ai l'impression qu'on peut donc. Mais c'est une toute nouvelle fonctionnalité. changer ta tenue vestimentaire Visiblement, on peut me directement. changer, Ah, ouais. bien. On peut me changer, voilà. Et donc, du coup, vous choisissez votre avatar. Cet avatar, il va générer aléatoirement les mouvements en fonction de ce qu'il a perçu de vos mouvements dans ce que vous lui avez donné à manger. Donc, D'accord? dans la fameuse bande d'essai de Dans 2 la minutes. fameuse bande d'essai que vous lui avez donnée, vous pouvez lui en redonner pour qu'il continue à travailler. Vous pouvez essayer de l'améliorer au fur et à mesure du temps. Voilà. La première chose qu'on fait, c'est donc choisir l'avatar. La deuxième chose qu'on fait, c'est de choisir la voix. La voix. Donc, du coup, on va choisir comment cette personne va parler. Cette personne qu'on va lui donner, ça va être Thomas. Donc, moi, j'ai déjà cloné ma voix. Vous voyez, donc là, dans mes voix, voilà. Mais là, par exemple, il y a plein de projets que j'ai faits avec mes étudiants dont j'ai déjà cloné les voix parce qu'ils avaient fabriqué des vidéos avec Anti-Fake News. Donc là, on choisit la voix de Thomas. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va le faire parler déjà dans quelle langue. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a, en fonction des langues, des petites variations. Donc nous, on va parler en français, mais on veut parler dans mon accent original. Est-ce qu'on veut parler dans le français avec un accent belge, le français avec un accent canadien, ou le français avec un accent suisse? Je ne sais pas si c'est parce que je suis à Besançon, mais j'aimerais bien essayer un accent suisse. Et donc, du coup, là, on a la voix et on va demander à la machine de faire un preview de la voix. C'est-à-dire qu'on va lui demander de générer la voix sans générer les images, parce que générer les images, ça utilise beaucoup à la fois de bande Token. passante et tout ça, et qu'il n'y a pas vraiment besoin de les générer plusieurs fois parce qu'elles sont générées aléatoirement. Donc, il n'y a pas d'intérêt à générer alors que la voix, en la générant de manière plus régulière et en réessayant des trucs, on peut faire bouger plus facilement. Donc là, on va générer la voix. Je ne sais pas si je partage mon son, j'espère. Je n'ai pas fait attention au partage d'écran. Alors, mon petit gars, tu vas. Vous avez entendu quelque chose ou pas?
Non, Alors, il faut que j'arrive à me partager le son de mon ordinateur. Excusez-moi. Comment je fais ça? C'est quoi tu l'as fait tout à l'heure, Clément? C'était quoi le ouais. raccourci? Le raccourci, c'est J'arrête là. présenter maintenant et partager aussi l'audio de l'onglet. Donc, il faut que tu Alors, sélectionnes l'onglet. autoriser le partage de fenêtre? Non, c'est pas ça. Attends. Limite de autoriser. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Il faut que tu Partager l'écran. partages un onglet Chrome. Autoriser Ouais. le partage de fenêtre, ok. Et là maintenant, je vois pas où c'est dans le logiciel en fait. Je suis à la ramasse. Non, normalement, tu as le bouton. Ah, attends. Micro, ok. Ne plus partager, partage en cours. Mode du micro standard, isolement de la voix. Non, c'est pas ça. Ah mince, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, ça fait partie des aléas du direct. Ouais, tu vois, comme quoi on peut être vraiment très très fort technologiquement et très très nul d'un autre point, hein. Tu vois, c'est l'humilité de la technologie aussi, hein. Ça nous ramène tous à quelque chose qu'on ne sait pas faire. Euh, alors attends, ça m'embête un peu parce que j'arrive pas à le partager. Comment tu fais ça? Normalement, c'est sur le Modifier la bouton quand vue. tu fais Mais, présenter. mais Quand tu... alors attends, paramètres. Ah voilà. Audio général, vidéo, résolution automatique. Bon, mais je n'y arrive pas. Mince. Ah, attends. Non, Gemini prend des notes. Ça, c'est les autres gars de l'IA qui nous font des trucs. Et ça, des visiteurs. Hop. Non, je suis désolé, je ne le trouve pas. Est-ce que tu le vois sur mon écran, ce bouton? Oui, c'est juste à côté du bouton de la caméra, le bouton Ok, présenter. ok. Si tu cliques dessus, Microphone. Tac. alors je vois pas très bien, j'ai l'impression que ton écran est figé. La connexion à Bon. Besançon est pas fameuse, hein. Ouais, c'est pas génial, hein, mais c'est ça d'aller en dehors de l'île. Alors, j'ai microphone et haut-parleur. Et tester les haut-parleurs, non, c'est pas ça que tu me demandes là. Qu'est-ce que tu as vu tout à l'heure? Le bouton qui est juste à Le côté de la bouton, caméra, oui, le bouton à gauche. présenter un autre contenu. Moi, j'ai que présenter un autre contenu ou arrêter le partage. Après, j'ai les Euh, sous-titres, il faut que la tu lever la main, plus d'options. arrêtes le partage, Ok. reclique dessus pour faire présenter maintenant. Démarrage de présentation. Et là, il te propose de partager soit un onglet, soit une fenêtre, soit tout l'écran. Et ouais, et moi j'ai mis fenêtre. Et après, je fais Mais plus. juste un onglet. C'est là où il faut que tu mettes juste un Ah, onglet. mais j'ai pas onglet, moi, en fait. Il me Ah, propose t'as pas pas onglet. onglet. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, mais je sais pourquoi, c'est parce que tu es sur Chrome. Oui, Ouais, il tout à faut pas fait. C'est utiliser pour ça. Chrome. C'est pour ça que j'utilise pas Chrome. Pardon, moi je suis sur Safari. Donc voilà, bon, alors je suis désolé. Du coup, la démonstration va être un petit peu plus difficile à faire. Attends, comment je peux le Bon, faire? Si je t'appelle et que tu mets ton micro devant. non, mais c'est pas grave, on le fera sans son. Et puis, de toute façon, Alors, on a le compte en Instagram. tout cas, alors, bah, déjà, vous pouvez l'écouter. Mais ce que ça veut dire, c'est que, en gros, la manière de faire une vidéo qui a l'air fiable en IA, eh ben, c'est en fait d'avoir testé tout ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que moi, si j'arrive à faire ces vidéos-là aujourd'hui, ben, c'est parce qu'on en a fait plein, et qu'on a essayé, on a mis des virgules. On a, au début, l'un des trucs qu'on peut se dire, enfin, l'un des conseils que je peux vous donner, c'est effectivement, il faut faire rentrer la meilleure qualité possible en matière de son, en matière d'image, y compris en termes de lumière. Plus l'image est riche, entre guillemets, plus le logiciel va pouvoir travailler dessus et reproduire. La deuxième chose, c'est que c'est la gestion du son. En fait, on dit audiovisuel et on pense visuel. En fait, c'est l'audio qui fait la différence. Ce qui nous permet de savoir que c'est un fake, c'est pas l'image, c'est l'audio. Et donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on a plein de fois retapé des textes dans nos prompts en phonétique. Genre, ça y est, il n'arrivait pas du tout à le dire. C-C-D-A-Y-E-S-T, ça y est, il n'arrivait pas. Par contre, on a Les écrit nombres aussi. S-A-Y-E, ça a marché tout de suite.
Donc, du coup, nous, on a eu recours à de la sémantique, à de la phonétique pour arriver à ce que les expressions soient mieux dites et que les phrases soient plus fluides. Et c'est ça qui donnait vraiment le réalisme. Là, en gros, quand vous avez tapé votre texte, vous le faites générer par la machine, ça prend entre 5 et 7 minutes pour générer une vidéo de 2 minutes, qui est le rush du présentateur de la chronique, entre guillemets. Et une fois que je récupère cet élément-là, eh ben, il est envoyé à un monteur, parce qu'on utilise quand même un vrai monteur, qui va en 2 heures et demie poser les sous-titres, mettre les effets et voilà, et transformer cette chronique de 2 minutes en un sujet de 3 minutes avec 2-3 extraits, un peu d'habillage, du sound design et voilà. Et du coup, l'idée, c'est que le monteur, bah, ça lui prenne que 2 à 3 heures dans sa journée. Donc, on essaye de lui enfiler 3 à faire le même jour, quoi, pour que ça rentre dans des trucs de production pour lui. Nous, on paye par vidéo à chaque fois. Et voilà, et pour le coup, n'ayant encore une fois pas de moyens, pardon, je me remets sur l'avatar, de moyens financiers, personnels à investir là-dedans, on fonctionne plutôt sur facture et tout, donc c'est pas, voilà, mais c'est une toute petite micro-économie sur laquelle j'ai eu la chance, moi, de trouver un sponsor pour la première fois de ma vie. Mais je pense que c'est pas inintéressant de vous raconter ce truc-là aussi, parce que ça fait partie de nos métiers. Je coupe le partage de l'écran en 2 secondes, mais je vais vous remontrer autre chose en accord avec, en accord avec Clément, un autre outil. Moi, toute ma vie, j'ai galéré à trouver des moyens pour faire ce travail. Et je me suis battu pour arriver à faire financer les projets que je portais. Probablement parce que je ne suis pas suffisamment talentueux pour que je trouve de l'argent plus facilement, c'est une certitude, mais probablement aussi parce que je me suis toujours un peu occupé des sujets qui étaient les vilains petits canards dans les rédacs. Donc, il n'y avait pas toujours une ultra priorité à les faire, et c'est vrai que ces sujets ne génèrent pas toujours énormément d'audience, donc il y a une explication à tout ça. Et là, pour la première fois de ma vie, ben, j'ai des gens qui m'ont contacté en me demandant combien je voulais pour faire ce projet. Et notamment des entreprises, Brandwatch, qui est le truc que je vais vous montrer, c'est leur outil. C'est une entreprise qui fait de la communication, mais qui a créé un gros outil de social listening, donc qui permet de mesurer les tendances de l'opinion au travers des réseaux sociaux. C'est un outil qui sert majoritairement à LVMH, Decathlon, Apple et Nike pour savoir comment on parle de leurs produits et adapter ça à leur stratégie marketing. Mais moi, j'ai transformé cet outil comme un pirate, comme à chaque fois, comme avec Michel-Édouard Leclerc, tu vois, paf, je me suis glissé dans le tournage pour choper les meilleures images. Et ben là, moi, je leur ai dit, tiens, remplacer Decathlon par les reptiliens, remplacer le roi Merlin, non, le roi Merlin, tu peux le laisser maintenant, avec ce qui s'est passé avec Frontières, mais remplacer Nike par Brigitte Macron, je sais pas, Adidas par 11 septembre, et on va observer les théories du complot. Et on va observer l'audience de ces outils-là. Tu utilises cet outil pour venir Et du coup, observer comment la fake news se diffuse dans la sphère médiatique, c'est ça? Exactement. En fait, j'utilise ces outils de social listening qui sont traditionnellement utilisés par des très grandes entreprises pour en faire un miroir inversé de la fabrique de l'opinion sur les réseaux sociaux aujourd'hui. En gros, pour comprendre pourquoi tout un tas de gens autour de nous, pourtant sensés, sont devenus dingos avec les trucs anti-vax, avec le grand remplacement, avec tout un tas de sujets. Et pourtant, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qu'on respecte, c'est des gens qui sont nos proches, nos collègues, parfois nos amis, parfois c'est même très intime, et on ne comprend pas ce truc. Et ben on ne comprend pas parce qu'on n'est jamais rentré dans leur téléphone. Et sans pouvoir rentrer dans leur téléphone, moi j'ai une capacité de mesurer ce qui est passé sur les téléphones, et donc en faisant des moyennes, à essayer de comprendre un peu pourquoi on avait basculé. Parce qu'effectivement, si tu ne sais pas que les 20 principales théories du complot en France, depuis 5 ans, en français, sur Internet, c'est 15 milliards de vues, alors que nous, ce qu'on mesure, c'est Twitter et qu'on n'est que 15 millions sur Twitter, tu ne comprends pas que chaque Français a vu passer 1000 fake news, en moyenne, depuis 5 ans. Et du coup, tu ne peux pas comprendre pourquoi les gens sont devenus dingues, d'une certaine manière, sur ces sujets-là.
Et là, tout le monde se dit, mais il est complètement ouf, le mec. Moi, j'ai vu 3 fake news en 5 ans, il en a vu 1000 et ça ne va pas du tout son chiffre. Mais oui, parce qu'en fait, nous, dans la salle, au total, on a peut-être vu 50. Mais ça veut dire qu'il y a 10 mecs qui en ont vu 10 000. Ouais, ouais, on n'est pas forcément les plus exposés à ces fake news en tant que Et en journaliste. fait, c'est cette répétition-là qui rend les gens dingues. Et c'est moi ce que j'ai voulu observer. Et pour observer ça, eh ben, il n'y a que l'IA. Parce que pour capter les 2 millions de tweets, par exemple, qui défendent dans les trois. En fait, un cas pratique. Le débat présidentiel américain en septembre 2024. Vous vous souvenez du truc de Trump qui dit les chiens, les chats bouffés par les migrants à Springfield dans l'Ohio. On s'est tous dit c'est dingue ce truc, ça va pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Il est fact-checké en direct pendant l'émission. Et franchement, je pense qu'on est nombreux à avoir eu un peu l'espoir. Déjà, à l'époque, on se disait qu'il pouvait encore perdre. Et on s'est dit, voilà, en fait, c'est bon. Pépé, il est en train de se décrédibiliser. Et là, les chiens, les chats bouffés par les migrants, enfin, c'est juste n'importe quoi. Et moi, j'ai voulu observer cette histoire en termes de social listening, justement. Et ben, dans les 3 semaines qui suivent le débat, il y a 2 millions de tweets qui défendent l'idée qu'il y a des chiens qui sont bouffés par des migrants à Springfield dans l'Ohio. 2 millions de tweets qui font une audience de 3,4 milliards de vues sur les réseaux sociaux en anglais. Il y a 80 millions d'Américains sur Twitter. Ça veut dire que chaque Américain, en 3 semaines, il a vu passer 60 fois l'idée que des migrants bouffent les chiens et les chats à Springfield dans l'Ohio. Il vous manque un chiffre pour comprendre pourquoi ce truc était en réalité non pas ce qui allait le faire perdre, mais ce qui l'a fait gagner. Il y a 70% des Américains qui ont un animal de compagnie. La boucle est bouclée. C'est terminé. Et en fait, ça, tu ne peux pas le comprendre, tu ne peux pas le savoir si tu n'as pas cette observation-là. Donc moi, je travaille, y compris avec cette entreprise, à ouvrir un certain nombre de ces informations au grand public et aux journalistes. Parce qu'on a un énorme besoin de comprendre ce qui se passe en termes de fabrique de l'opinion sur ces plateformes et qu'on est à l'aveugle. Moi, j'en peux plus d'être à l'aveugle. Donc, je vais juste vous montrer 2 exemples de comment cette histoire nous permet de comprendre un certain nombre de choses dans notre métier aujourd'hui qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Alors, attendez, C'est faut que là je où tu retrouve voulais nous parler de Brigitte Macron et de la fake Alors, news. ouais, tout le monde doit se dire qu'il veut tout le temps parler de Brigitte Macron, ce pauvre garçon, mais non, moi, mais cette histoire, en plus, elle m'a dégoûté parce que je voulais pas en parler. Et vous voyez un tableau avec des chiffres, là? Oui, tout à fait, on le Ouais. voit bien. Voilà. 2,8 Donc ça, millions. c'est donc ce qu'on appelle donc c'est un dashboard de Brandwatch. Brandwatch, c'est l'une des 3-4 entreprises au monde qui fait du social listening. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ceux qui disposent des outils les plus performants et de la machine la plus efficace. Il y a d'autres gens qui font ça super bien. Il y a une boîte française qui s'appelle EasyBrain. Ils travaillent très bien aussi. Mais donc là, si on prend Brigitte est un homme, donc l'histoire dingue qui dit que Brigitte Macron serait en réalité un homme baptisé Jean-Michel Tornu, eh bien, depuis 365 jours, ça a généré 2,8 millions de tweets. Ces 2,8 millions de tweets, ils ne sont produits que par 500 000 personnes. Ça dit quand même que chacune de ces personnes a fait 6 tweets, c'est beaucoup, en moyenne. De mon expérience, c'est un peu beaucoup. C'est même un peu trop. Mais ça, on va regarder ça ensuite sur ce qu'on peut regarder. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que ça a été vu par 5,34 milliards de personnes depuis un an. D'accord? Et est-ce que l'outil te permet de remonter au début de la fake news, voir comment elle s'est répandue dans la sphère médiatique, les comptes qui l'ont relayée massivement pour qu'elle prenne une ampleur importante? Là, voilà, là, tu vois, tu as déjà une petite idée du développement chronologique de la diffusion Ok. de tout ça. Voilà. Sachant que cette histoire, elle s'est extrêmement majoritairement diffusée sur Twitter. Donc en réalité, tu observes là sur cette affaire, c'est vraiment une affaire qui est quasiment que sur Twitter. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut le voir autrement, mais là c'est vraiment Twitter. Et là du coup, donc on a effectivement les mots-clés, les emojis, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont ceux qui ont fait le plus de messages sur ces sujets-là. Et donc, alors, au-delà de Grok, qui est l'intelligence artificielle d'Elon Musk, vous voyez qu'on a quand même parlé 13 000 fois
en un an, ce qui est quand même un peu beaucoup. Et ben, vous avez des gens sur cette histoire qui ont publié 3500 tweets. Genre elle, par exemple. Ce qui permet peut-être aussi de débusquer des bots. Oh, tout de suite. Tu vois que tout de suite, tu parles des Russes. Voilà, ça y est. Voilà. Alors que tu vois, moi, je pense que quelqu'un qui en un an a fait 3500 tweets, Ça fait c'est beaucoup de tweets totalement par jour. possible. C'est totalement possible que ce soit un bot. Donc, c'est assez intéressant comme outil Non, pour mais débusquer. bien sûr que c'est ça. En fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est ça ce que je voulais vous montrer. Ça permet de voir que dans les opérations d'information, eh ben, il y a aussi des opérations d'amplification de l'information. Et ça, c'est hyper important de comprendre ces phénomènes-là. Et ces phénomènes-là, on peut pas. Comment vous voulez que quelqu'un soit capable d'aller rechercher les 3513 tweets de M75 Sylvie ou les 2282 tweets de Léa Chat G. Voilà, Léa Chat G, qui a l'air d'être d'ailleurs très vrai. Bah ouais, c'est un chat. Voilà. Hein. Donc voilà, donc vous voyez que ça encore, c'est certainement un troll. Mais je voudrais vous montrer un truc. Vous voyez, là, j'ai 3500 tweets. OK? Je ne sais pas du tout, et moi, je n'ai pas du tout envie de les lire. Bah, j'aimerais bien qu'on me les résume. Tu as une IA qui va venir Et là, j'ai une IA qui aspirer vient. tous les tweets et te faire un résumé. Ok. Exactement. Alors, c'est un peu long parce qu'en plus, là, la connexion, là, il y a beaucoup de tweets, il y a 3500 tweets. Elle essaye de faire une analyse aussi sur des choses comme le sentiment et tout, bah, que je n'aurai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui, mais qui pourrait donner d'ailleurs l'occasion qu'on se reparle, si vous vouliez. Mais voilà. Mais donc, ces sujets-là, moi, j'essaie de les observer comme ça. Donc, j'essaie d'observer un peu l'angle mort des réseaux. Et je dois vous montrer un truc. C'est par cette porte que tu vas sélectionner les fake news, que tu vas débunker Non, par c'est la suite plutôt à avec ton l'inverse. avatar. C'est plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que moi, je fonctionne plutôt par Ok. l'intuition et l'observation des réseaux moi-même. J'ai assez peu d'outils de veille. C'est moi qui fais de la veille. Donc, j'y perds un peu mon temps, mais c'est moi qui l'a fait tout seul. Par contre, c'est mon outil de mesure de mon intuition. Ok. Le roi Merlin Frontière, peut-être qu'on peut résumer Je l'affaire vous fais le pour truc très les rapidement journalistes pour tout le monde. En fait, pour non, ceux qui non n'auraient pas français. entendu parler de cette histoire, Ouais. il y a donc une entreprise française qui s'appelle Leroy Merlin, qui fait du bricolage, des trucs comme ça, qui fait une publicité sur un site internet d'extrême droite et qui va être interpellée par une association militante sur les réseaux sociaux qui dit attention, avec la publicité programmatique, vous ne savez probablement pas que vous financez des mecs d'extrême droite. Sleeping Giant, qui fait d'une name and shame. Voilà, bon, normalement, jusqu'ici, tout va bien. Les mecs de Leroy Merlin disent ah oui, on savait pas. Et puis ils ont dû regarder 2 pages sur Frontière et se dire bon, quand même, peut-être qu'on peut éviter de faire de la pub chez ces gens-là. Et ils enlèvent leur pub. Là, il y a un député de la France Insoumise qui se félicite de la victoire idéologique des associations sur les multinationales. Et là, c'est terminé. L'Empire Bolloré s'empare de l'affaire. Et Christine Kelly en parle sur CNews, le JDD, Europe 1, machin. Et là, c'est l'explosion totale. Leroy Merlin, c'est des gauchistes woke et tout. Il y a des agressions de responsables de magasins Leroy Merlin dans la vraie vie et tout. Enfin, ça va très loin tout ça. Sur Et ces qu'est-ce que quelques disent jours, il y a... les données, justement, Et ben, les là-dessus? données, elles disent que en fait, cette histoire, elle a été traitée dans les médias, mais elle a fait un énorme buzz. Vous voyez que sur les 3 jours du 17, 18 et 19 novembre 2025, 3 jours, il y a 100 000 tweets qui parlent de Leroy Merlin, qui sont repostés par 100 000 personnes. À la base, il n'y avait que 30 000 auteurs, donc ça fait 3 tweets par personne en 3 jours. Ça peut être potentiellement vrai, effectivement. Et on a un reach, là par contre, qui n'est pas du tout logique, qui est que cette affaire, elle fait 230 millions de vues en 3 jours sur les réseaux sociaux. Mais c'est comme si 230 elle avait millions de été vues. amplifiée par les algorithmes et mise en avant par les algorithmes. Effectivement. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? On va se poser la question de qui est-ce qui a parlé de cette histoire? Donc, moi, je regarde les principaux auteurs dans cette histoire et je vais regarder ceux qui ont fait le plus de tweets. Vous vous souvenez de ce qu'on s'est dit? Bon, alors, vous voyez là, il y a les plus gros tweeters.
Donc Damien Rieu, Eric Ciotti, Sarah Knafo, vous voyez que c'est une couleur Qui ne sont politique. pas des bots. Non, ceux-là, c'est pas des bots, même s'ils disent pas que des trucs sérieux. Mais moi, je m'intéresse toujours à qui en a parlé le plus. Vous voyez? Donc là, on C'est voit grave. que le premier compte, il en a fait, ouais, grog, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Mais que moi, je vais essayer d'aller un peu plus loin que les 20 principaux auteurs. J'ai regardé les 200 principaux auteurs sur ce sujet. Donc, on est d'accord que c'est un sujet qui s'est passé en 3 jours. Et ben, j'ai quand même 128 mentions pour le premier, 128 messages en 72 heures. Ça fait beaucoup de messages quand même, hein, on est d'accord. Si tu descends jusqu'en bas des 200, donc les 200 principaux comptes qui ont participé à cette histoire, ils ont fait 40 messages en 3 jours. À la plus petite estimation. Et bien, 40 messages en 3 jours, c'est très rare que ça soit des humains. Ouais. Et quand on regarde, eh ben, en réalité, c'est que des comptes pourris. Christophe Moumou, ouais, bien sûr, c'est Christophe Moumou. Ouais. Kabondanou, ouais, bien sûr, Kabondani, bien sûr, ouais, c'est ça, voilà. C'est que des comptes qui ont l'air chelous. Et quand tu regardes, donc ça sent effectivement l'opération d'amplification. Ces opérations-là, c'est pas forcément une opération d'influence étrangère. C'est pas ce que je dis. Mais à minima, on peut détecter ce qu'on appelle une amplification algorithmique et donc ce qu'on appelle de l'astroturfing. L'astroturfing, c'est le fait d'aller artificiellement sur un sujet débattu sur les plateformes et d'aller très rapidement avec une centaine de comptes, faire un petit message, 2-3 petits messages, et du coup, ça titille l'algorithme qui va le mettre en trending topics. Et là, une fois qu'il est en trending topics, normalement, tu n'as plus grand-chose à faire pour que le truc se passe, quoi. Et effectivement, les plateformes, elles ont du mal à détecter les opérations artificielles d'astroturfing et elles se font souvent avoir. Le dernier gros cas d'astroturfing en France, c'est l'histoire des punaises de lit. L'affaire des punaises de lit, c'est fake. C'est totalement fake. Ça n'existe pas. Il y a des punaises de lit à Paris, hein, bien sûr. Hein. Mais il n'y avait pas des punaises de lit dans le métro au point où les mecs voulaient plus s'asseoir et tout. Et là, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y avait des punaises de lit dans les cinémas. Mais que les punaises de lit dans les cinémas, d'après ce qui c'est la conversation numérique, elle n'a touché que UGC et Pathé, mais pas du tout MK2. Comme si les punaises de lit étaient ultra sélectives à Paris et qu'elles n'allaient jamais chez MK2, tu vois. Elles vont chez Pathé, elles vont chez UGC, elles vont pas chez MK2. Ben non, c'est juste que Bojan, à Saint-Pétersbourg, sur sa fiche, avec les hashtags à mettre dans l'astroturfing, il n'avait pas MK2. Il avait juste Pathé et UGC. Et donc, du coup, bah, MK2, ils sont passés tranquille, pas de problème. Alors que les deux autres, ils ont perdu des pourcentages importants de chiffre d'affaires sur la crise qui a duré 2 semaines. Parce qu'à la fin, tout ça, ça a aussi des conséquences économiques. Et donc, c'est, je pense, absolument essentiel de se mettre à comprendre la manière dont fonctionne tout ça. Il y a quelques outils de social listening qui sont gratuits ou qui sont beaucoup moins chers. Ça, c'est un truc pour les entreprises très riches, machin. Mais je ne désespère pas d'arriver à les convaincre de créer une forme d'observatoire de l'opinion en termes de data et de publier de manière assez régulière et assez transparente sur la méthodologie des éléments qui pourraient être utilisés par tout le monde. Je crois qu'on a un vrai besoin là-dessus qui en fait dépasse un peu les enjeux économiques qu'on a sur ces questions. Pour moi, c'est un peu la même histoire que le fact-checking ou ce que je fais moi avec mon avatar, quoi. C'est un truc qui dépasse un peu. Pardon ? Ce que tu dis là, ça me fait penser au projet dataina.fr que Camille Petignot est venu nous présenter, où on va venir identifier, observer comment une séquence d'actualité a été traitée dans les médias. Alors, donc toi, en l'occurrence, c'était sur Twitter. Là, Dataina, c'est vraiment sur les télévisions et aussi les radios. Et par exemple, utiliser les données dans ce but-là a permis de voir comment a été médiatisée l'affaire Patrick Cohen, Thomas Legrand. Et on s'est rendu compte que 95%, je crois, si je ne me trompe pas, des mentions de l'affaire ont été faites sur les médias du groupe de Vincent Bolloré et notamment CNews, Europe 1. Et donc, ça permet d'objectiver un peu et de bien comprendre ce qui se passe. Donc, c'est vraiment ce que tu disais, ça me fait penser à Dataina. D'ailleurs, la session est également disponible en replay. Allez la voir. Mais je te montre là, justement, parce qu'en fait, cet outil permet aussi d'aspirer les vrais médias sur 30 jours.
Et donc là, je te présente la manière dont on a parlé de la condamnation de Nicolas Sarkozy dans la semaine qui suit sa condamnation. Médias audiovisuels ou Média tout média? audiovisuel. Ok, médias Mais audiovisuels. tout confondu, mais là, c'est vraiment beaucoup l'audiovisuel. Donc, on est du 24 septembre au 30 septembre 2025. Et tu vois là, sur ce graphe, que tu as 3,8% des médias qui disent que la décision est saluée et 96% des médias qui parlent de la condamnation de Takedine et Pucciarelli. Voilà. Et déjà, le 25, tu vois que ça change. Tu as une décision scandaleuse pour 11% des gens. Tu as Gavarino, qui est le nom de la juge, qui est cité à 5%. Ça, c'est pas bon. Quand dans un procès, on parle du nom de la juge, c'est pas bon. Procès politique, 11%. Donc, tu vois que la polarisation, elle se mesure en fait en couleur là sur le graphique. Et donc, on peut Ouais, analyser c'est ça. Et on peut l'analyser, parce qu'on est des gros cons et qu'on aime bien faire des trucs, on peut l'analyser par groupe de presse. Ah, ah, c'est rigolo ça, hein? Quel est le Ok, groupe donc qui a le plus carrément, parlé groupe de la Amaury, condamnation de Nicolas Sarkozy? Voilà. groupe Ça, c'est Bolloré. peut-être la partie que tu verras si tu gardes cette partie dans ton replay. Groupe Bolloré, il y avait la CMA-CGM qui est propriétaire de BFM TV, Mais ouais, tu vois. Donc voilà. Alors RMC. après, c'est normal. Attends, que les grands médias parlent d'un sujet aussi important que la condamnation d'un ancien président de la République, c'est totalement normal. Mais ce qui est Ce qui bizarre, nous c'est intéresse surtout, que, c'est comment ils en parlent. alors voilà, et du coup, tu peux recouper entre les groupes qui en parlent le plus et les sujets qui sont le plus en vogue et l'évolution dans le temps. Donc ceux qui parlent en permanence de la décision scandaleuse et de l'exécution provisoire, eh ben, tu es à peu près sûr du côté où ils sont, en réalité. Parce que, Thomas, en général, voilà. non, Thomas, j'aimerais juste qu'on revienne sur les avatars, parce que Ouais, leur tourne pardon. maintenant. Mais oui, oui, Et bien sûr. d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à poster vos questions à Thomas. Thomas y répondra avec grand plaisir, j'en suis certain. Je sais que du coup, tu fais de l'éducation aux médias dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Je souhaitais savoir quel était le regard des élèves sur ton avatar pour débunker les infos et quelle est leur première réaction quand tu leur projettes ça? Quand je leur projette ça, eh ben, en fait, je vois que la première truc, elle a marché. Ils font waouh! Ouais, le gars, il a un avatar et tout, c'est trop bien. Voilà. Donc, le truc de la cool attitude, il a marché. Et je pense que c'est un vrai truc intéressant. Parce qu'en fait, on cherche tous un peu à reconquérir le public, d'une certaine manière. Et pour reconquérir le public, il va falloir avoir l'air cool et sympa. Va pas avoir l'air chiant et grincheux. Ça va pas marcher. Donc, il y a un enjeu. Euh, en fait, ce truc, il est fait pour eux. Donc, ils trouvent ça super. Parce qu'en plus, ils ont un, comment dirais-je, merci beaucoup pour votre message pour Radio TV Network. Et du coup, en gros, ce truc, c'est aussi un pont entre eux et nous. Parce que c'est une manière, sur les réseaux sociaux, qui consomment eux, et notamment TikTok, où moi je ne vais pas trop, et bien de leur permettre de nous parler. De nous dire, tiens, on a vu passer une fake news, regardez. Il y a plusieurs vidéos dans Dans le compte? le compte qui sont issues d'élèves qui nous ont écrit. Notamment le truc sur la Reine des Neiges qui est un complot. Si vous voulez, ça, c'est pas du tout mon genre de truc, quoi. Moi, je veux dire, la Reine des Neiges, c'est effectivement, c'est le dessin animé de mes gosses. J'avais pas du tout perçu que il y avait une théorie du complot autour de la Reine des Neiges qui serait en fait une manière de cacher le fait que Walt Disney aurait été cryogénisé. Et ouais, parce que Frozen, Walt Disney Frozen, et ben tu vois, du coup, tu tombes sur la Reine des Neiges. Tu tombes pas du tout sur l'épreuve de Walt Disney cryogénisé. Et en fait, il est sous l'attraction Pirates des Caraïbes à Orlando. Je te jure, un truc de ouf. Mais du coup, il y a vraiment des mecs qui disent ça. Et donc, du coup, les jeunes nous ont envoyé ça en disant, monsieur, moi, j'ai des doutes sur la Reine des Neiges, c'est quand même vachement inquiétant et tout. Est-ce que ce serait pas un complot? Et j'ai dit, comment ça, la Reine des Neiges, un complot? Vous vous moquez de moi? Non. Et du coup, on l'a récupéré et on a fait une vidéo. Et donc, il y en a plusieurs comme ça, où on a répondu les trucs qui répondent. Les Simpsons. Les Simpsons sont un complot, c'est des gamins qui m'en ont parlé, moi, la première fois. Je savais pas ce truc-là. Les Simpsons ont toujours eu raison. Ouais, il y a 800 épisodes des Simpsons. Donc, si tu veux, les mecs, 800 épisodes à 30 minutes, de temps en temps, ils ont eu bon.
Ils ont eu bon 54 fois. Est-ce que c'est des mecs qui sont des devins 54 fois sur 30 minutes fois 800 épisodes? Bah non, ils sont nuls en prédiction. En vrai. Je leur confierais pas mon fric, moi. Ils sont trempés 95% du temps. Non, mais c'est drôle. Donc du coup, on a fait des vidéos et on a essayé de. C'est un pont aussi, c'est une manière d'aller chercher des audiences qu'on a perdues, quoi. Elles, on ne les a pas perdues, on les a pas gagnées. Ouais, oui, on risque de s'en éloigner si on ne fait pas des efforts pour la reconquérir. Il faut Et essayer des trucs, quoi. ce qui est intéressant, c'est que j'enseigne l'IA au service des journalistes à Sciences Po Paris, à l'école de Ouais. journalisme de Sciences Po Paris. Ah, avec Et Alice, c'est bien. évidemment, j'ai présenté ton cas d'usage aux élèves. Et au contraire, ça a un peu provoqué une levée de bouclier, ça a fait peur aux élèves. Et en tout C'était cas, ça a quand? fait C'était quand? réagir. C'était en janvier de cette année. En Ok, janvier. parce que moi, alors, tu sais que c'est très rigolo. L'année d'avant, donc en janvier 2024, un an avant, au moment où moi je lance Anti-Fake News, on me confie la promo de M2 à accompagner sur le projet de fin d'études à l'école de journalisme de Sciences Po, où j'ai déjà été enseignant et tout. Moi aussi, enfin, je suis enseignant à Sciences Po aussi. Et du coup, je me dis, putain, génial, j'ai un projet pour eux, ils vont adorer ce truc. On va faire l'avatar. Ils m'ont J'étais pas du tout d'accord, mais genre pas du tout d'accord. Ils se sont mis un peu en rideau, quoi. Et donc, ça a été difficile de les amener à travailler sur ce truc-là, euh, mais avec en plus certainement des tas de bonnes raisons que j'ai probablement pas entendues parce que je suis un enseignant très autoritaire, mais et un but de lui-même comme tous les enseignants. Mais il y avait un truc qui me choquait, enfin qui était leur peur de ce truc. La peur de perdre leur boulot, la peur de. Voilà. Et je me disais, euh, ça dit quelque chose de enfin, du sentiment de précarité de tous ces gens, parce que c'est quand même un peu enfin, les promos des jeunes qui sont à l'école de journée de Sciences Po, par rapport à tous les autres qui veulent devenir journalistes dans notre pays, ils vont trouver du boulot. Hein. Eux, ils en auront du boulot. Enfin, il y a une bonne chance pour qu'ils aient du boulot, et même des boulots intéressants. Donc, c'est plutôt des privilégiés, d'une certaine manière. Mais ils avaient tellement un sentiment de difficulté à faire ce métier qui arrivait entre les pressions, les machins, le manque de moyens, enfin, les réseaux sociaux, enfin, il y a plein de trucs. Et du coup, ce truc-là, c'était un peu la goutte d'eau, quoi, la perturbation de trop. Et que dans leur école, on leur dise qu'ils allaient faire ça, je pense qu'ils se sont dit, non mais attends, ils sont fous les mecs en fait. Ils veulent pas qu'on trouve du boulot. Et je pense que il y a une légitimité à ça, et je trouve ça génial que les étudiants nous bousculent, nous questionnent et tout. C'est leur rôle, hein, on est les vieux cons maintenant, donc il faut qu'ils nous rentrent dedans. C'est ça, hein. Moi je suis rentré On dedans est les aussi. vieux cons, mais tu vois, c'est plutôt l'inverse, puisque Bah, je sais c'est pas, nous j'en sais rien. Je sais pas qui ce que c'est que apportons d'être ce genre de jeune. Tu vois, projet. ils n'arrêtent pas de me dire je suis con et vieux, donc je sais plus. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours 16 ans. Tiens, j'ai vachement de mal à imaginer que je suis un adulte. Mais pourtant, j'ai l'impression que pour tout un tas de gens, je suis presque rétrograde, quoi. Tu vois. Et Moi, ce que pourtant, je comprends, on essaye d'aller vers l'avenir. Mais c'est bizarre, c'est très bizarre comme truc. Et je pense que c'est important que, on se parle plus. Parce que visiblement, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on n'arrive pas à se dire avec la génération qui vient là. Euh, et je pense que c'est important qu'on arrive à se parler. Parce que ce qui est sûr, c'est que si on n'arrive pas à se parler, les deux, on va aller dans le mur. On a besoin que ce dialogue existe entre les générations. donc, parmi leurs craintes, alors déjà, il y avait une part d'incompréhension, pourquoi on fait ça. Ouais. Et dans les autres craintes qui remontaient, c'était on risque de perdre le contrôle de notre identité, c'est-à-dire de notre voix, de notre visage, en cas de fuite de données. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça pose des Mais questions. oui, mais en fait, de la part de gamins qui. Mais en fait, je te jure, c'est fou. En fait, mais il faut qu'ils lisent les conditions d'utilisation des plateformes qu'ils utilisent depuis 10 ans. Il n'y a pas un centimètre cube de leur intimité qui leur appartient. Toutes les photos qu'ils ont mises sur Facebook, elles appartiennent à Facebook, elles ne leur appartiennent plus à eux. En fait, ils sont déjà dans ce truc-là. Mais je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Pas du tout. Ils ont tous été sur une appli de rencontre, de Tinder, de machin et tout. Leurs préférences sexuelles, leurs détails, leurs conversations,
tout ça, c'est aux mains d'entreprises, quoi. Et ça, ils n'ont pas peur que le cloud fuite. Mm. Allez, on va conseiller à tout le monde d'aller lire une bande dessinée qui est merveilleuse, qui s'appelle The Private Eye. C'est un projet qui a été monté par 2 anciens de Marvel et DC Comics, qu'ils avaient lancé de manière gratuite sur Internet, et en disant aux gens, donnez ce que vous voulez. Et en général, ce genre de truc, ça cartonne. Et ben les mecs, ils en ont fait un chapitre, ils en ont du coup fait 7 ou 8. La BD est exceptionnelle, le pitch, on est en 2050 quelque chose, et les êtres humains sont obligés de porter des masques et des chapeaux parce que le cloud qui contenait toutes nos données personnelles a explosé et donc il n'y a plus de vie privée. Donc la seule manière d'avoir des vies privées, c'est d'être caché. Et donc tout le monde est caché. Et il n'y a plus de flics. L'organe qui joue les flics, c'est des fact-checkers, c'est des journalistes. Et donc, c'est un truc complètement dingue. Et du coup, voilà, donc je vous conseille de lire ce truc. Ça fera un très bon écho à tout ce qu'on s'est dit depuis tout à C'est l'heure, entre les totalement dans la fake news, thématique. les avatars, la vie privée, les plateformes et tout. Euh, Lisez ce truc, c'est merveilleux. Moi, ça a changé ma vie, Private Eye. Ce truc-là est bouleversant, y compris de qualité graphique et tout. Enfin, voilà, c'est les mecs de Marvel et DC Comics qui prennent pas beaucoup de risques à regarder leurs dessins et à kiffer un peu, quoi. C'est totalement dans la thématique. Je partage juste mon écran quelques instants parce qu'on a parlé, on a dit beaucoup de choses en bien des avatars. Euh, c'est pas non plus, l'idée n'est pas non plus d'encenser uniquement ces avatars et de faire preuve d'esprit critique. On voit beaucoup de choses néfastes sur les réseaux. Et par ailleurs, il y a des rédactions qui ont testé à travers la planète de remplacer des journalistes par des Ouais. avatars. Et ça n'a pas marché dans énormément de cas. Et c'est raconté dans ce papier de la Revue des médias, qui raconte notamment en Indonésie, en Inde et à Hawaï que les avatars ont été testés pour pour représenter le JT, pour présenter la météo, et que à la télévision, le public en fait était pas prêt à recevoir entre guillemets les informations de la part d'un avatar, et on perdait cette spontanéité, ce lancement imparfait, ce côté humain, et que ça a été dans beaucoup de cas des échecs de la part des télévisions. Donc d'un côté, il y a aussi ce côté rassurant de se dire que l'humain, le journaliste, doit rester au centre aussi de l'équation et que ça reste simplement un outil. L'avatar reste un outil au même titre que toutes les technologies d'IA qu'on présente au quotidien. Deuxième, ouais, je ne sais pas si tu voulais réagir sur cette notion. Ben non, mais je pense que, en fait, effectivement, comment dire, je voudrais pas, comment dire, le vrai Thomas, il a un défaut par rapport à l'avatar, c'est il est humain, donc il vit ses trucs, il est, voilà. Et donc, je voudrais pas donner l'illusion par ma manière de parler, qui est un peu passionné par tout ce que je fais, que je trouve que les avatars, c'est génial et il faut tous qu'on ait des doubles numériques. Déjà, j'aime bien être le fait d'être le seul qui l'a, parce que ça fait un peu le vrai mec cool. Non, blague. En fait, moi, je suis dans une niche. Et j'ai choisi un truc. Moi, c'est un truc de désespéré. Moi, j'essaie de vider la mer à la petite cuillère, j'y arrive pas. Donc, je me suis dit, tiens, on va être 2 pour faire un truc à la petite cuillère. Comme ça, au moins, on va essayer de se battre un peu et j'en aurai 2. Mais oui, c'est le cri du désespoir. C'est l'histoire du mec qui n'arrive pas du tout à lutter contre le tsunami qui est en train d'arriver et qui comprend bien qu'il va se faire engloutir. Donc, il essaye, tu vois, de mettre un peu des trucs pour protéger la baraque. Mais j'ai la bagnole qui tourne déjà pour partir dans l'autre sens. Donc, je pense pas ça soit la solution merveilleuse et tout. Et surtout, je pense pas que ça doit remplacer nos métiers. Il y a un truc que j'ai pas dit, et effectivement, et je pense que c'est peut-être aussi important de le dire. L'IA, ça nous fait gagner du temps. Tant mieux. Si ce temps, il nous sert à faire quelque chose de notre cerveau. Donc, oui, si ça sert à être plus créatif. Si moi, ça me permet d'aller sur le terrain, faire de l'éducation aux médias, si ça me permet d'écrire des livres, de faire du temps long, de faire de l'enquête, de faire autre chose, bah oui. Et bien sûr qu'il y a un moment, répondre à des mecs qui expliquent, comme le ministre de la Santé aux États-Unis, que l'eau du robinet, ça rend homosexuel. Franchement, je ne peux pas passer une semaine à faire ça. C'est pas possible. Ma vie, ça doit être autre chose, quoi.
je vais devenir dingue, moi, en fait, à force de raconter des conneries pareilles. Donc, on enquête, on fait le truc, et après, la production, ça va plus vite. Mais je crois qu'il y a un moment, oui, c'est pas la solution parfaite. Et c'est pas. C'est un truc de Mapuche. Les Mapuches, c'est les mecs qui ont inventé la guérilla urbaine. Quand les guérilleros, les conquistadors sont arrivés, eh ben, ils ne sont pas allés sur le champ de bataille. Ils ont combattu dans les rues parce qu'ils étaient plus petits, ils ne savaient pas comment faire et ils ont fait comme ça. Et ben, les conquistadors, ils ne sont pas allés au sud de Valdivia au Chili. Ils n'ont jamais réussi à les choper. Et ben, on essaye. Mais ça doit pas être la nouvelle norme et voilà, et ça doit aussi nous apprendre à nous méfier. Donc voilà, je voudrais pas effectivement que mon côté un peu exalté par tout ça donne une fausse idée sur ce que je pense profondément de tout ça. J'ai arrêté de penser Terminator, mais je suis pas non plus complètement dans Her, le film où le mec tombe amoureux de son IA, quoi. C'est pas mon truc, ça. Oui, toujours faire preuve de mesure. Non, mais c'était important de le rappeler. On essaye. Il y avait un autre cas, en fait, pour être tout à fait transparent, il y a 2 cas d'usage que je présente fréquemment en école de journalisme quand il s'agit de clonage et d'avatar. C'est donc le tien, ton cas d'usage, et aussi un documentaire qui a été fait par France Télévisions que je voulais vous partager. Je pense que tu connais ce dont je vais parler. Thomas, il s'agit du documentaire sur les femmes iraniennes qui a été fait par Solène Chalvon-Fioriti et qui, pour le coup, ça mérite d'être, enfin, ça a toute sa place en école de journalisme, ce genre d'initiative. Ça répond à une problématique. Comment, et donc là, c'est un article de Xavier Trop que je vous recommande. Ah, c'est Xavier, lire. ouais. Comment on fait pour anonymiser, protéger des sources, sachant que dans un contexte de documentaire de 52 minutes et au-delà, on ne peut pas flouter de manière classique comme ça, au risque de déshumaniser, entre guillemets, la personne, ne plus capturer ses émotions. Et donc, Solène Chavon-Fioriti a eu recours à de l'IA, du deepfake, pour remplacer le visage de la vraie iranienne, jeune iranienne, qui témoignait dans le documentaire pour raconter son quotidien face aux répressions du régime. Et elle a pu choisir, cette personne-là a pu choisir son double qui allait être utilisé dans le documentaire pour protéger son identité. Et donc, ça donne cette petite séquence. On peut se regarder un tout petit extrait. Ça, c'est une vraie innovation aussi. C'est merveilleux comme idée. Mais voilà, encore une fois, tu vois, ça sert un propos et un enjeu éditorial. Salut. Pardon, je peux pas vous dire comment je m'appelle. C'est la faute de mon gouvernement. Il nous interdit de parler aux médias étrangers. Je sais pas ce qui les effraie. Sans doute nous, les jeunes de ce pays. C'est dommage parce que j'ai un beau prénom. Mais ce qui est beau chez nous, faut toujours qu'ils l'effacent. Voilà, c'est un témoignage qu'on n'aurait peut-être pas... Peut-être qu'on ne l'aurait pas du tout eu, ce témoignage, en fait, si on l'avait Probablement pas, qu'on l'aurait jamais eu. protégé. Ouais. Probablement qu'on l'aurait jamais eu. Ouais. Il y a 2 autres trucs auxquels je pense. Il y avait un documentaire qui s'appelait The Gatekeepers. C'est un documentaire sur les services secrets israéliens, dans lesquels ils avaient reconstitué des images. Alors, c'était pas de l'IA, c'est un peu un mélange avec de l'IA aussi. Et il y a un autre cas aux États-Unis, c'est pas de la presse, c'est vraiment de l'activisme. C'est une famille. Alors moi, je me suis senti super mal à l'aise avec ces images, mais c'est une famille dont le fils est mort dans un mass shooting aux États-Unis et qui a décidé au moment des élections suivant la mort de leur gosse, qui est mort à 17 ans et demi, de recréer en IA, en deepfake, leur fils pour qu'ils disent aux gens d'aller voter. Parce que lui, il n'avait pas eu le droit de voter parce qu'on l'avait tué avant et qu'il fallait voter pour des mecs qui voulaient interdire les armes. Costaud, lourd, mais voilà, encore une fois, niche, propos éditorial, nécessité éditoriale de résoudre une problématique insolvable,
Comment est-ce qu'on fait parler les morts? Bon, voilà, moi, je suis pas super fan de ce genre de truc, mais du coup, voilà, c'était aussi une manière d'utiliser ces trucs-là. Après, il y a tous les trucs, j'imagine que tu en parles déjà, mais de tous ces faux mannequins et de tout ça, mais voilà, à un moment, ça va quand même poser la question d'une autre question, qui est quelle est la vertu de continuer à regarder des trucs quand on peut pas savoir s'ils sont vrais? C'est une vraie question civilisationnelle. Et je ne suis pas sûr que le truc, la réponse, ça va être de dire j'arrête de regarder, hein. Parce que la fiction n'est pas vraie, enfin, il y a plein de trucs qui ne sont pas vrais donc, autour de nous. Et c'est pas grave, on les consomme, voilà. Donc, mais à un moment, on va se poser cette question-là. Quelle vertu de continuer à exister dans un univers ou de s'informer dans un univers où on ne peut pas savoir si c'est vrai et où surtout on a l'impression que c'est faux. Et bien justement, la prochaine session live qu'on va faire ensemble la semaine prochaine, ce sera avec Denis Tessou du Media Lab de l'AFP, qui travaille sur une extension Google Chrome qui est absolument formidable, qui est imparfaite, qui progresse à mesure que l'IA aussi progresse, donc c'est un peu la course contre la montre, mais c'est une IA qui est principalement destinée aux fact-checkers pour les aider à authentifier des images et des vidéos synthétiques, c'est-à-dire créées par IA générative. Elle n'est pas parfaite, c'est normal, puisque ça progresse tellement vite que c'est un vrai combat aussi. Et donc, Denis viendra nous faire une démonstration, nous partager cette extension InVid We Verify, et on pourra faire des démonstrations, et vous aurez la possibilité aussi de télécharger cette extension et vous authentifier pour pouvoir l'utiliser. Donc, ça répond un peu à ce que tu dis, mais Ouais. est-ce qu'on va Mais réussir peut-être à démocratiser cette j'étais avec. solution? Bah, on verra, mais c'est marrant parce que j'étais avec Grégoire Lemarchand de l'AFP qui pilote un peu ces projets-là il y a 3 semaines. Et ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'ils avaient eu beaucoup de mal à financer ce projet de recherche parce que ça coûte très cher et qu'ils avaient trouvé un allié un peu inattendu dans l'authentification des photos qui étaient les compagnies d'assurance. Qui ont un énorme enjeu puisque la preuve du constat d'assurance, c'est une photo. Et donc, si tu peux fabriquer une fausse photo de ta bagnole défoncée pour aller toucher du fric, alors qu'en fait, elle n'est pas abîmée et que tu es complice avec un garagiste, et ben demain, le business de l'assurance, il est mort. Et donc, voilà, et donc, ils ont eu un peu un soutien un peu inattendu. Alors, je ne sais pas si c'est déjà dans cette extension d'InVid, mais je sais que ça fait partie des projets sur lesquels travaille l'AFP aussi, et qu'ils ne s'attendaient pas à trouver soutien de ces gens-là. Mais effectivement, il y a un moment, je pense que ça va devenir un enjeu non pas informationnel, mais civilisationnel, où il va falloir qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire vrai. Totalement. Non, mais totalement. Thomas, on a une réaction d'Eric dans le chat Ouais. qui nous dit, à propos de l'avatar, enfin plutôt du deepfake de la personne, de la témoin iranienne, il nous dit par contre, ça pourrait poser un problème à une personne qui ressemble vraiment à cet avatar. Alors, dans le cas c'est vrai que c'est intéressant comme remarque. Dans le cas du documentaire T'es bon. Ah, il est bon le collègue là. Très, très, très. Dans le cas du documentaire de France Ah, Télévisions, il n'avait pas menti. le deepfake, il a été fait par French Faker, encore lui, le youtubeur. Ouais, c'est lui, c'est lui. Et donc, c'est un visage qui a été créé J'ai pas pensé. aléatoirement, construit de manière aléatoire, donc pas à partir Oui. à partir de photos de personnes réelles. Mais c'est vrai que ça pose des. Non, mais ça pose la question du coup. Ouais, j'ai jamais pensé. Très très bonne question. Franchement, j'avoue, mais c'est génial. Ça montre bien que voilà, on a plein de questions à se poser. Parce que c'est fatal qu'à un moment, il y ait un truc en IA qui ressemble à un vrai humain, quoi. C'est sûr. Thomas, il me reste 2 questions que je pose à tous les invités que je reçois Vas-y. dans ce cours de journalisme AI. La première, c'est si tu avais des conseils ou un conseil à donner à des journalistes qui souhaitent lancer leur projet IA, en avatar ou pas en avatar d'ailleurs, hein, quel serait ce conseil? Bah, je dirais que ces outils, ils ont pour moi leur vraie vertu,
c'est qu'ils doivent nous aider. Ils doivent pas nous remplacer. Donc, il faut bien peser l'endroit où on le met. Et donc, moi, finalement, ma gueule à la télé, je m'en fous. Par contre, mon cerveau et les mots, c'est important. Donc, c'est pour ça que notre projet d'Avatar, tous les mots sont humains. Et ils sont écrits par des humains. Il n'y a pas de ChatGPT on aurait pu entraîner un script et tout. Donc, et notamment quand on est dans cette démarche-là, il faut bien comprendre où est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est vous. Donc, ne vous trompez pas, la valeur ajoutée, ça ne peut pas être l'IA. C'est une valeur supplémentaire, mais ça ne peut pas être la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est vous, c'est votre créativité, c'est votre idée, c'est votre angle, c'est votre concept, c'est votre réseau, votre capacité à aller sur le terrain, votre sensibilité, voilà, mais c'est pas l'IA. Et je dirais que le deuxième truc, c'est peut-être d'être capable de se mesurer un peu sur notre tendance à s'extasier des projets technologiques. Il y a un moment où il va falloir se poser la question, non pas de si on peut le faire, mais de si il faut le faire. Voilà. Et à quoi ça sert. Et voilà, à quoi ça sert. Parce que le développement technologique tout seul ne peut pas être un truc en soi. Voilà. Je sais bien que la pénicilline, Thomas, oui, d'accord. Je ne veux pas empêcher la science, c'est pas ce que j'ai dit. Mais à un moment, il faut quand même se poser un peu la question du coût de tout ça. Encore une fois, il y a un truc écologique à discuter quand même à un moment. Et il y a un coût géopolitique, en réalité. Si on les fabrique en Europe ou si on les fabrique aux États-Unis ou en Chine, les labos d'IA n'ont pas du tout le même coût pour la planète. C'est un rapport de 1 pour 20. C'est 20 fois plus polluant aux États-Unis ou en Chine. Donc, je pense que c'est aussi, voilà, il y a plein de questions derrière et il faut se les poser aussi. Et la dernière question que je voulais te poser, Thomas, c'est une question sur l'actualité un petit peu, enfin sur les projets d'IA que tu as pu voir récemment. Parmi ces nouveautés dans les médias, est-ce qu'il y en a un en particulier qui retient ton attention et où tu te dis waouh, c'est génial, non pas d'un point de vue technologique uniquement, mais aussi d'un point de vue éditorial. Démarche éditoriale, exactement. Pour moi, le truc que je trouve qui m'apprend le plus et qui m'apporte le plus, c'est Synth, la newsletter sur les médias synthétiques qui a été montée par Gérald Lubowitz et qui a maintenant une vraie équipe. Mais c'est pas tant dans l'utilisation de l'IA que dans leur approche de ces phénomènes et de leur manière de les traiter de manière critique. Qu'est-ce que j'ai trouvé de très cool Non, je pense qu'effectivement, le truc qui m'a le plus plu ces derniers temps, c'est le doc sur les militantes iraniennes. C'est vraiment ça que j'ai trouvé le plus fort parce qu'en fait, ça permet vraiment de faire notre métier, quoi. Parce qu'il y a vraiment des endroits où on ne peut pas aller. Et donc, c'est important de donner la parole. Ouais, totalement. Mais écoute Thomas, on a explosé les compteurs de temps. Ouais, totalement. C'est la fidèle castrisation de ton émission. Un grand merci à toi pour cette discussion passionnée. En tout cas, on sent vraiment merci à tous. Il y a un grand intérêt pour la matière et tu nous as tu nous as permis de mieux comprendre aussi comment tu utilisais l'avatar et pourquoi tu l'utilisais aussi. C'est ça qui est important. La semaine prochaine, je le disais, ce sera Denis Tessou de l'AFP du Media Lab pour nous présenter comment débunker l'avatar de Thomas Huchon, comment s'assurer que c'est bien un contenu synthétique. Voilà, on fera ça. D'ailleurs, on pourra peut-être s'amuser à passer une de tes vidéos dans l'outil. Vas-y. Merci à vous qui nous avez suivis en direct et à ceux aussi qui nous ont suivis, qui nous suivent en rediffusion. Et je vous dis à très vite.